Voilà, donc bienvenue à tous. Je laisse la parole à Wilfried. Il est pas encore tout à fait 9 heures, donc on va peut-être attendre quelques minutes, le temps que les participants se connectent. Bon, il est 9 heures, je pense qu'on va commencer. Donc, bonjour à tous, je me présente Wilfried Tissot, le référent bois énergie et transition écologique au sein de l'Union régionale des communes forestières d'Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, on va être ensemble pour 1h30. Bon, l'animation de l'atelier, ce type d'atelier en visio nécessite quand même un certain respect des règles. Je crois qu'il a fait le tour de la question là-dessus, Nicolas, il y a quelques instants. Donc, n'hésitez pas à poser des questions tout au long de la conférence via le chat. On y répondra au moins pour partie après chaque intervention et puis peut-être qu'à la fin, on prendra un petit peu pour revenir sur certaines questions. Vous êtes un certain nombre d'inscrits ce matin pour cette visio. Je vous rappelle le sujet, c'est s'approvisionner en bois énergie, comment structurer une filière. Le titre peut paraître provocateur ou du moins interpellé. Comment structurer une filière? Ce titre signifie comment faire pour que toute la chaîne d'acteurs qui permet de prélever du bois, de le transformer, de l'acheminer jusqu'aux chaufferies, puisse s'articuler parfaitement et être efficace. Alors, quand on regarde les choses comme ça, d'un œil assez extérieur, on a l'impression plutôt que ça fonctionne. Et pourtant, on va voir que cette filière souffre de quelques maux et qu'il y a autour de cette filière des attentes qui peuvent être des fois contradictoires, des visions très différentes. Et pour faire la lumière sur cette filière, nous aurons autour de la table, ou du moins sur vos écrans, différents professionnels. Il y aura Julien Crozat du bureau d'études EPOS, Raphaël Yaret du syndicat des énergies et de l'aménagement numérique de la Haute-Savoie, Alexis Morier, qui représentera l'association Silvact, suivi de Mathieu Paul de Sauven, une centrale d'achat en énergie. Et j'interviendrai moi-même à la fin sur l'AMIA Pro et la commande groupée. Donc, je vous propose que nous rentrions immédiatement dans le vif du sujet avec Julien Crozat, qui va nous parler de la composition des prix, parce que le prix au final, le prix du combustible bois, c'est la résultante de tous les coûts et rétributions inhérentes à chaque maillon de la chaîne d'approvisionnement. Donc, ça nous en dira déjà un peu plus sur cette filière. Julien, est-ce que tu es là? Je suis là. Bonjour à tous. Enchanté. Comment ça se passe pour la présentation? Ouais, c'est toi qui as la main. Dès la main, tu peux me dire des fois si tu sens que je vais pas assez vite, tu me rappelles à l'ordre, et puis sinon, tu essayes de suivre ce que tu dis. Ok, ok. Effectivement, bon, je connais certains d'entre vous. La petite nouveauté, et j'en dis deux mots, c'est que je travaille donc actuellement au sein du bureau d'études EPOS, que certains connaissent ou pas, hein, qui est plus connu pour plutôt pour son activité sur la partie chaufferie, études de faisabilité, AMO, maîtrise d'œuvre sur des chaufferies et réseaux de chaleur bois. Voilà, et qui développe depuis très récemment des compétences un peu plus sur l'amont, pour avoir un regard un peu plus transversal, on va dire, de la forêt jusqu'au client final. Donc ça, c'était très récent. Effectivement, l'objet de l'intervention, il est sur le prix, il est sur tout un tas de sujets. En fait, je pense que c'est bien de démarrer par poser des éléments de débat. L'objet de mon intervention, il est surtout, voilà, ça fait 10 ans que je suis en Auvergne-Rhône-Alpes sur ces questions de bois énergie, c'est essayer de porter un regard un peu critique
sur le développement de la filière pour effectivement faire ce que tu disais, Wilfried, c'est-à-dire voilà, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui pêche quand on parle de structuration, où on en est. Donc ça, on va dire que c'est l'objectif de départ avec 3 portes d'entrée. Bon, c'est 3 portes d'entrée qui sont totalement arbitraires, hein, que j'ai pris moi. On pourra en discuter de celle-là et on pourra en discuter d'autres, mais 3 portes d'entrée que j'ai souhaité utiliser. La question des synergies entre bois énergie et bois construction. La question aussi de passer d'un marché globalisé, le marché des énergies fossiles, à un marché territorialisé. Je pense qu'on souffre aussi un peu de ça dans la filière bois énergie. Et puis quelque chose de peut-être un petit peu plus anecdotique, mais qu'on parle très régulièrement, donc je voulais en dire 2 mots. La question des plateformes, en tout cas des outils de production sous maîtrise d'ouvrage public. Est-ce qu'on parle d'outils qui sont structurants ou déstructurants? Des fois, on peut se poser la question. Donc voilà, dire 2 mots de ça. Bon, c'est sûrement pas suffisant pour dresser un panel complet de la filière, mais c'est mes 3 portes d'entrée pour essayer d'avoir un regard critique. Si tu peux avancer, Wilfried. Peut-être commencer plus globalement en termes d'introduction sur qu'est-ce qu'on entend par structuré. Structuré, il y a un synonyme que j'aime bien, c'est charpenté. Voilà, dans la filière bois, autant utiliser des synonymes qui vont bien. Charpenté, donc avoir une structure suffisamment forte pour assurer sa pérennité et sa résilience. C'est le premier point. Et puis, comme on parle en termes d'approvisionnement, il faut aussi qu'on soit en capacité d'installer des chaufferies bois partout et de les approvisionner partout sans risque. Sans risque, il y a un problème d'approvisionnement justement. Sur ces 2 objectifs-là, je pense globalement, quand on regarde la filière, que ce soit à l'échelle nationale, même à l'échelle régionale, on peut dire que depuis le début des années 2000, avec le développement du bois énergie, on a quand même cette structuration qui a été mise en place. Donc, je comprends ce que tu disais, Wilfried, dans l'introduction, en disant c'est surprenant de se poser la question, parce qu'effectivement, quand on regarde la carte, quand on regarde comment fonctionne la filière actuellement, on est capable de faire des chaufferies un peu partout et on est capable de les approvisionner en bois un peu partout, pour ne pas dire partout. Donc, de ce point de vue-là, on a quand même une filière qui est structurée. Voilà. Il y a très certainement des petites choses qui pêchent. Certains territoires dont l'approvisionnement repose sur des longues, alors longues c'est entre guillemets, on va dire supérieures à 50 km distance de transport, voilà, ou qui reposent sur des structures fragiles de type artisanal. Voilà, il y a cette typologie de territoire qui fait qu'il voilà, y a une certaine fragilité. Il y a l'équilibre économique, on y reviendra effectivement. Et puis, naturellement, on ne se sort pas des traditionnels mots de la filière bois dans son ensemble. Un des exemples criants, c'est la fragilité des bûcherons, des bardeurs, qui sont un maillon essentiel et pour lequel il y a effectivement, il y aurait matière à discuter. Je ne l'ai pas mis dans mon intervention d'aujourd'hui, mais il y aurait matière à discuter. Donc ça, c'est des éléments de contexte un peu généraux. Dans l'ensemble, on peut dire qu'on a une filière structurée. Et quand on regarde dans le détail, donc le premier point que je voulais aborder, c'était la question des synergies entre bois construction et bois énergie. Si tu peux avancer, Wilfried, ce qu'on constate, et la première porte d'entrée que je vais utiliser, ce qu'on constate, c'est qu'on a quand même en Auvergne-Rhône-Alpes, mais un peu partout, mais discutons de notre région, on a d'un point de vue tendanciel une certaine stabilité des volumes de sillage depuis une quinzaine d'années. Donc depuis un pas de temps suffisamment long pour que ça soit significatif, entre 1,8 et 1,9 million de mètres cubes par an sciés, de sillage, ce qui par corollaire à ça nous donne un volume de connexe de scierie qui lui aussi est relativement stable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour permettre et satisfaire à l'augmentation de la demande en bois énergie, en combustible bois énergie, cette demande ne peut être satisfaite
qu'en trouvant d'autres sources d'approvisionnement que les connexes. Et pour la partie forestière, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire de la récolte spécifique de bois énergie en forêt. C'est-à-dire que la coupe un peu type qu'on imaginait au départ, coupe mixte, bois d'œuvre, bois énergie, elle fonctionne, mais ce n'est pas un modèle qu'on peut développer parce que finalement, sortir plus de bois d'œuvre, alors que la capacité de sciage, le nombre de mètres cubes sciés n'augmente pas, ne servirait pas à grand-chose. Donc, ça nous impose, d'un point de vue technique, à faire des récoltes spécifiques bois énergie et également d'un point de vue économique, si tu peux encore avancer, Wilfried, pour une question de coût du marché de l'énergie. Alors, les chiffres qui sont annoncés ici, bon, déjà, c'est des grosses fourchettes. Au final, ça ne veut pas forcément dire grand-chose parce que chaque itinéraire d'approvisionnement a ses propres coûts de livraison, on est bien d'accord, hein. Mais tout ça pour essayer de remonter en chaîne sur les questions de coûts qui restent, le reliquat restant pour pouvoir réaliser l'abattage, façonnage, tri, conduit de façon un peu caricaturale. J'entends, hein, on pourrait y revenir, hein, mais voilà, c'est un peu provocateur de ma part, mais conduit quand même à ne réaliser et à augmenter la proportion de coupes rases mécanisées de taillis pour satisfaire à ces demandes de bois énergie à un coût donné qui est ce qu'il est, qui est conditionné au marché de l'énergie. Alors, j'ai rien contre les coupes rases mécanisées de taillis, hein, on pourra en rediscuter. Ce qui est peut-être un peu plus gênant, c'est que la filière se construise et se structure sur ce modèle-là. Alors, on pourrait parler aussi des coupes mécanisées résineuses, hein. L'idée, c'est vraiment de discuter de qu'est-ce que le bois énergie, qu'est-ce que le prix du bois énergie induit comme sylviculture. Il induit quand même une sylviculture relativement intensive. Donc, ça peut poser des problèmes environnementaux, on pourra en rediscuter. Ça peut poser aussi un problème en matière de lutte contre l'augmentation des gaz à effet de serre, parce que mobiliser du bois uniquement pour le brûler, c'est pas vertueux en termes d'émissions de CO2, en termes de bilan carbone, hein, c'est pas le schéma le plus vertueux. Donc, il faudrait arriver, l'enjeu, je pense, pour l'avenir en matière de structuration de la filière bois-énergie, va être d'augmenter considérablement les volumes utilisés en bois construction. Voilà. On en parle beaucoup depuis des années. Force est de constater que les chiffres sont implacables. On n'a pas réussi à répondre à cet enjeu-là sur les dernières décennies. Et ça pose un problème de structuration de la filière bois-énergie. Ça forme un vrai problème structurel, justement, pour le coup, qu'il faudra qu'on arrive à corriger dans les années futures. J'aime bien me servir aussi un peu d'histoire pour illustrer mon propos. Je rappelle à certains d'entre vous, mais c'est peut-être une information qui est largement partagée, qu'au moment de la découverte du charbon, parce qu'on a découvert le charbon avant le fioul, au moment de la découverte du charbon, le charbon était vu comme une solution écologiquement intéressante et environnementalement intéressante parce que le problème de l'époque, c'était la surexploitation forestière pour se chauffer. Donc, au moment où on découvre le charbon, on est hyper content parce qu'on a une matière qui a une forte densité énergétique et qui va pouvoir se substituer au bois et qui va pouvoir laisser un peu de répit aux forêts. Il est, je pense, important qu'on se serve de cette histoire pour dire comment on fait pour ne pas retendre vers un modèle où on surexploiterait les forêts. Et je pense qu'une des conditions primordiales à celle-là, c'est d'augmenter considérablement l'utilisation du bois dans la construction. Donc ça, c'était le premier point que je voulais aborder. L'autre point, c'était, et si tu peux avancer Wilfried, c'était la question de passer d'un marché globalisé vers un marché territorialisé. Je pense que c'est un autre enjeu pour les prochaines décennies en matière de structuration de la filière bois-énergie. On a été habitué et on est encore dans l'époque des énergies fossiles avec un prix de l'énergie qui est international avec des petites variations nationales, hein, mais en tout cas qui est d'une dimension supra-territoriale. Et la difficulté qu'on connaît d'ores et déjà aujourd'hui et auquel il faudra qu'on arrive à remédier dans les années futures, c'est de passer de ce marché, on va dire, globalisé à un marché qui est territorialisé, c'est-à-dire qui tient compte de la configuration
du territoire où s'implantent les chaufferies. Typiquement, là encore, hein, je reprends un exemple assez caricatural, mais vous comprenez bien que dans le temps imparti, la caricature permet d'illustrer plus rapidement le propos. Quand on compare deux itinéraires sylvicoles avec des caractéristiques dendrométriques de forêt, hein, c'est-à-dire une forêt qui a à peu près 200 mètres cubes de bois à l'hectare, mais d'un côté, on a un taillis feuillu dans lequel on va faire une coupe rase mécanisée, et de l'autre, on a une futée résineuse où on va faire une coupe jardinée, où on va sortir du bois d'œuvre et du bois énergie, dans des zones à forte pente où on ne peut pas mécaniser, où on va envoyer un bûcheron et un tracteur forestier. Et ben, d'un point de vue énergétique, et c'est ça qui est important, on a un prix de l'énergie bord de route, c'est-à-dire avant qu'on le transforme, hein, on n'est pas encore rendu chanfouille, on n'est pas rendu à la chaufferie, mais on a un coût de l'énergie qui va du simple au double. Donc, on a une inégalité entre les territoires. On n'a pas la même ressource. Alors, effectivement, il y a certainement du feuillu dans les hautes vallées alpines, mais toujours est-il qu'en proportion, il y a des territoires qui ont une ressource qui coûte plus cher que d'autres. Or, on est encore aujourd'hui, même si à la marge, il y a des petites différences, hein, j'entends bien, mais on est encore aujourd'hui dans un raisonnement de marché globalisé, c'est-à-dire avec, on se compare par rapport à une énergie de référence, le fioul, le gaz, etc., qui sont sur des marchés internationaux, nationaux. Voilà. Donc, je pense que c'est aussi un des enjeux pour l'avenir, c'est comment on fait pour passer de ces marchés globalisés à ces marchés territorialisés. Voilà. Je pense que ça ferait partie des enjeux également pour l'avenir, en plus de la question du bois construction. Et le dernier sujet, la dernière porte d'entrée que j'ai prise pour parler de la structuration de la filière bois-énergie en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est la question des plateformes publiques. Elles sont largement minoritaires en nombre et en quantité de production qu'elles font, mais elles reviennent de façon régulière dans le débat. Faut-il que la collectivité investisse dans des outils de production pour contribuer à structurer la filière bois-énergie? Et du coup, on peut se poser la question, est-ce que ces investissements sont-ils structurants ou déstructurants? Là aussi, le passé nous apporte un certain nombre d'éléments de constat. Premier élément qu'on peut partager assez facilement, c'est que ces plateformes, elles ont quand même plutôt du mal à vivre. Elles sont difficilement exploitables dans le cadre d'un marché concurrentiel, avec un modèle économique et en termes de mode de gestion juridique qui est bien souvent incompatible avec les conditions du marché. Donc, on a quand même beaucoup de plateformes publiques qui, d'un point de vue économique, ne fonctionnent pas très bien. Il faut dire aussi à leur décharge que ces plateformes-là, elles ont été très souvent installées sur des territoires ruraux, là où en fait les débouchés sont clairement pas les plus faciles, avec des faibles quantités de consommation par chaufferie et une exigence de qualité plus élevée que pour les gros pôles de consommation urbains. Donc à leur décharge, il y a ça. Le dernier élément de constat que j'ai déjà évoqué, c'est qu'en réalité, la très grande majorité des volumes sont faits par des plateformes privées. C'est presque un non-sujet, la plateforme publique. Toujours est-il que s'il y a des élus ou s'il y a des animateurs de territoire qui suivent cette présentation, je pense qu'il est important pour l'avenir de garder en tête qu'il ne faut pas faire une plateforme de production de bois-énergie pour de mauvaises raisons. En l'occurrence, imaginez que la plateforme va créer de nouveaux débouchés pour les propriétaires forestiers parce qu'il y a beaucoup de territoires où le problème, c'est de trouver des débouchés pour la ressource. En tout cas, des débouchés à un prix qui serait jugé satisfaisant. La plateforme ne permet pas ça. Voilà. Ça, c'est clair et net. La plateforme ne permet pas ça. Ce n'est pas structurant pour ça. C'est l'investissement dans des chaufferies qui va permettre ça, qui va permettre de trouver des nouveaux débouchés. De plus, ce que j'ai dit en introduction, je sais que certains élus, certains territoires sont un peu frileux à l'idée d'investir dans des chaufferies en disant oui, mais on n'a pas de plateforme. Le constat qu'on peut faire et que j'ai rappelé en introduction, c'est qu'aujourd'hui, la filière, elle est suffisamment structurée pour livrer partout. Il n'y a pas de problème de ce point de vue-là. Donc, commencer une filière avec un approvisionnement qui viendrait en dehors du territoire, c'est tout à fait envisageable. Il n'y a aucun souci là de ça. Il faut se désinhiber sur la question. Le troisième point sur lequel je voulais insister, c'est qu'en fait, que ça soit techniquement, économiquement
et surtout juridiquement, en fait, une plateforme de production publique, elle n'est viable que si elle s'inscrit dans un projet d'auto-approvisionnement et d'autonomie énergétique en dehors du marché concurrentiel. Voilà. Si c'est pour faire une plateforme et la louer à un opérateur privé, c'est pas le bon modèle. C'est pas le bon modèle et dans la grande majorité des cas, en fait, le rôle de la collectivité, je pense, c'est de soutenir l'accompagnement de l'initiative privée et pas nécessairement de se substituer à cette initiative privée, sauf cas particulier, je le redis et je le répète, sauf cas particulier où l'objectif est l'auto-approvisionnement, l'autonomie énergétique. Sinon, dans tous les autres cas, soutenir l'initiative privée est largement suffisante et ça peut être relativement simple et le rôle d'élu, je pense qu'il est justement de pouvoir faire la transition entre différents sujets, permettre par exemple, c'est un exemple, mais des zonages réglementaires dans le PLU qui vont autoriser l'installation soit de places de dépôt tampons, hein, pas nécessairement avec des constructions, hein, mais des places de dépôt tampons, soit des plateformes avec construction dans les PLU avec un zonage spécifique dédié. En fait, ça serait déjà un effet de levier qui serait particulièrement structurant et sûrement plus structurant qu'investir, que la collectivité investisse. Parce que quand on regarde les PLU, en fait, c'est dans de très rares cas, il y a des zonages dédiés à l'activité forêt filière bois. On cherche à les considérer comme des entrepôts et à les mettre dans des zones d'activité. Dans beaucoup de territoires, le prix du foncier dans ces zones-là est rédhibitoire pour une activité bois et notamment pour une activité bois-énergie. Donc voilà, je restais sur un timing relativement court. J'ai pris ces 3 portes d'entrée. Je pense qu'on aura l'occasion de rediscuter ensemble, je l'espère. Voilà, c'était plus pour, en introduction, nourrir le débat sur ces 3 sujets-là qui me semblent importants comme enjeu pour l'avenir. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Julien. Avant que, je ne sais pas si je vais te poser des questions tout de suite, donc peut-être que ce sera un peu plus tard, parce qu'effectivement, on est déjà 21 minutes. Par contre, est-ce qu'il y a des 3 questions de la part des personnes qui suivent la visio? Alors, pour l'instant, pas de questions. Moi, je me posais la question, effectivement, est-ce que dans les PLU, on voit de plus en plus, est-ce que vous constatez de plus en plus l'utilisation des emplacements réservés pour le stockage tampon, pour le retournement des camions? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui se développe de votre point de vue? On en est un peu au balbutiement, si je peux répondre, ou peut-être que Julien plutôt va répondre. Non, mais je partage l'analyse. Je pense qu'on en est au balbutiement. Je pense qu'il n'y a pas de. Je pense que la filière manque de représentativité au sein des instances pour la création de ces PLU et que du coup, on retrouve très peu ça dans les PLU. Nous, on réalise une mission actuellement pour le SIAC d'accompagnement des projets de hangars de stockage, plutôt pour de la bûche, hein, et de professionnels. Le premier travail, c'est souvent de trouver du foncier. Du coup, j'épluche les PLU un par un. Donc, je fais le travail d'analyse. Et c'est vrai qu'en réalité, on trouve sur certaines communes, il faut être honnête, on trouve sur certaines communes en zone N des choses qui laissent à penser qu'on pourrait faire des places de dépôt. Donc, de façon ponctuelle, ça existe. Il ne faut pas dire que ça n'existe pas, mais c'est largement minoritaire. Voilà, c'est largement minoritaire. Par contre, l'aspect positif, c'est que ça existe sur des PLU qui datent il y a 5 ans, quoi. Donc, je veux dire, c'est quand même rentré dans les têtes. Et si on regarde le côté positif, c'est que je pense que c'est amené à se développer. Mais c'est important de l'appeler et de le souligner. Après, les zones N sont larges et il y a d'autres conditions qui font qu'en fait, on ne pourra pas construire parce qu'il faut que ce soit des secteurs qui soient accessibles, qui soient desservis par les réseaux, etc. Et par définition, les zones N sont relativement loin et tirer des réseaux jusqu'à ces secteurs-là fait qu'en fait, d'un point de vue économique, on n'arrivera pas à le faire. Donc, je pense qu'au moment du PLU, il ne faut pas dire on fait quelque chose dans une zone N, il faut qu'on cible un secteur qui soit en plus desservi par les réseaux et qui ne soit pas trop loin du reste. Donc,
Voilà, il y a un embryon de quelque chose qui est à développer, je pense. D'accord. Une question de Patricia Maff sur ce sujet. Pour qu'on détermine la zone adéquate, il faut que la commune ait identifié ce besoin. Et comment est-ce qu'elle fait pour identifier ce besoin? Est-ce qu'il y a un diagnostic qui a été fait? Est-ce qu'il y a, voilà, comment ça se passe en général? Je pense que ça rejoint la question je pense que ça rejoint la question des PLUI, enfin des choses de gestion à l'échelle intercommunale. Parce qu'effectivement, à l'échelle communale, ça me semble compliqué à moins d'avoir un opérateur privé sur le territoire qui s'est suffisamment impliqué dans la construction du PLU et que du coup, lui, il a fait remonter un éventuel besoin. Par contre, à l'échelle intercommunale, j'ose espérer, pour avoir participé à un certain nombre de travaux, que le besoin, s'il y a un besoin, il a été identifié et il sera largement partagé au moment de la création du PLU. Hein. Si je reprends mon exemple du siècle, ils ont une réflexion pour permettre la création de places de tampons relais. Donc, à partir du moment où ils sont associés, où le SIAC est associé à la construction des PLU, ils feront remonter ce besoin. Voilà. Très bien. Un petit témoignage de Kubois Service qui dit, pour l'instant, eux, ils n'ont rien vu en tant que producteurs dans les PLU à cet effet. C'est effectivement un sujet qui est en train de prendre un peu de temps et d'ampleur. Une réaction aussi sur les coupes de taillis qui ne sont pas forcément une alternative à la production de bois d'œuvre. Donc ça, c'est une intervention de Benoît Rachès d'Unisilva. Au contraire, l'un va avec l'autre. Le bois énergie permet de valoriser de mauvais taillis, d'améliorer la ressource pour produire plus de bois énergie. Faire du bois énergie dans les taillis est bien mieux que consommer des énergies fossiles. C'est sûr que si on se compare par rapport aux énergies fossiles, on va être bien mieux. Ce que je voulais dire, c'est que je pense pas qu'on peut, je pense pas qu'on puisse construire notre modèle sur ça. Uniquement sur ça. C'est-à-dire que, ne serait-ce qu'en termes de CO2, faire une coupe rase de taillis et tout brûler, je ne sais pas si ce n'est pas pertinent d'un point de vue CO2, je veux dire, en termes de stockage, en termes de substitution, ça reste pas pertinent et ça reste pas vertueux à long terme. C'est sûr que si on se compare par rapport aux énergies fossiles, c'est vertueux, mais je pense qu'il faut qu'on arrive à voir au-delà de ça. Ce qui est vertueux, c'est de mobiliser du bois énergie en même temps que du bois d'œuvre. Ce qui est vertueux, c'est de scier du bois d'œuvre, d'en scier plus, d'augmenter la quantité de connexes et de passer les connexes dans les scieries. Ça, c'est le schéma le plus vertueux. C'est juste ce que je dis. Après, qu'il y ait des coupes rases de taillis, c'est une forme de sylviculture. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, le modèle économique nous tend à augmenter cette sylviculture-là. Et je pense que si ça s'accompagnait d'une augmentation des volumes de sillage, ça ne serait pas gênant. Vu que ça ne s'accompagne pas d'une augmentation des volumes de sillage, moi, je dis que c'est gênant. Ouais, Benoît Rachez, ce que je voulais dire, en fait, c'est que bon, je partage entièrement tous les constats que vous avez fait dans votre présentation. Il y a juste ce point-là qui m'a un petit peu gêné. En fait, ce que vous dites est juste si ces taillis étaient effectivement des peuplements constitués et dédiés à faire de l'énergie. Mais en fait, c'est absolument pas le cas. Ces taillis, ils existent aujourd'hui. Les taillis dans lesquels on fait une exploitation qui part 100% en bois énergie, c'est parce qu'on ne peut pas en faire autre chose. On ne peut pas en faire autre chose aujourd'hui, on ne pourra pas en faire autre chose demain. C'est des peuplements qui ne sont pas améliorables. Donc, si on veut augmenter la production de bois d'œuvre, il y a une nécessité d'exploiter, de couper ces taillis-là. Bon, qui certes, pour une part, sont effectivement laissés en taillis, mais pour une autre part, qui derrière peuvent, du coup, soit être boisés, soit parfois valorisés ou travailler en amélioration à partir de la repousse. On est d'accord. Je pense que fondamentalement, on est d'accord. Voilà, je me sers de cet exemple un peu caricatural pour simplement insister sur le fait que le problème qu'on a, c'est de notre incapacité à augmenter la consommation de bois construction pour l'instant.
et qui, par voie de conséquence, pénalise, je pense, la structuration de la filière bois-énergie. Bien, je vous propose qu'on passe à la suite. Merci beaucoup, Julien, pour ton retour d'expérience et toutes ces pistes de réflexion et d'action que tu proposes et qui, je crois, nous placent vraiment là dans le vif du sujet. On l'a bien vu avec ces petites remarques là sur les taillis. Ton exemple, notamment du charbon, est parlant, puisque le charbon a été considéré comme une solution, mais ça a engendré aussi d'autres problèmes. Et aujourd'hui, le bois énergie, au-delà d'être, enfin, la filière bois énergie, au-delà de pouvoir approvisionner le bois, elle a l'objectif, un petit peu quand même beaucoup, de faire entrer le bois énergie dans cette transition écologique dont tout le monde parle. Et il faudrait faire quand même attention à ne pas engendrer des problèmes nouveaux. Et c'est pour ça que Alexis Morier va nous parler des solutions Silvact. Alexis. Oui, bonjour à tous. Effectivement, l'introduction faite par Julien Crozat met bien en lumière les enjeux qui sont en train de se soulever sur l'exploitation d'une ressource qui peut être, dans certains cas, excessive. Donc, Silvact, c'est une association qui a été créée pour permettre de financer une gestion vertueuse, une sylviculture vertueuse en forêt. Donc, son objet, si tu peux passer la diapo suivante. Hein. Donc, son objectif central est très clair, c'est de trouver de nouveaux modes de financement pour la gestion forestière favorable à la préservation des services socio-environnementaux. Cette association a été créée par la région Rhône-Alpes et notamment elle a été créée au regard de toute une dynamique autour de la création de chaufferies bois, de centrales de cogénération. Et il y avait une question qui se posait autour de la préservation et la gestion de ce patrimoine forestier et comment avoir une gestion durable. Dans l'intervention de Julien Crozat, on voit que le prix du bois aujourd'hui, et notamment du bois énergie, ne permet pas fréquemment à la fois d'avoir une sylviculture qui garantisse qu'elle soit durable et qui permette assez facilement de reconstituer le patrimoine forestier suite à son exploitation. Donc, en partant de ce constat, Silvact a été créé pour permettre à chaque territoire de pouvoir identifier ses urgences sylvicoles et d'identifier ce qu'il faudrait faire pour préserver le patrimoine forestier. Alors, sur la diapo suivante, le mode de fonctionnement de Silvact est avant tout territorial, c'est-à-dire qu'il s'appuie sur des territoires ruraux, hein, des PNR, des chartes forestières, pour identifier les actions et les modes de gestion qui sont vertueux. Donc, il y a une concertation locale qui est menée et sur chacun des territoires, on identifie dans l'idéal quelles sont les urgences sylvicoles à mener. Et ensuite, le rôle de Silvact est de lever des financements auprès d'acteurs publics ou privés, auprès d'agglomérations, de métropoles, d'entreprises, pour pouvoir financer ces actions vertueuses. On part du principe que chaque territoire a son patrimoine forestier et qu'aujourd'hui, si on veut le préserver dans la durée, il faut réinjecter des moyens financiers. Silvact est aujourd'hui présent sur une vingtaine de massifs forestiers, hein, sur les principaux massifs forestiers et réalise 4500 hectares de travaux par an. Son mode de gestion est reconnu, hein, d'intérêt général. Donc, on a un rescrit fiscal. Alors, c'est la diapo suivante. Un rescrit qui donne le côté vertueux du fonctionnement de Silvact. Hein. Vertueux puisqu'on est au plus près des territoires. Ce sont bien les territoires qui identifient ce qu'ils souhaitent faire sur leur massif forestier. Ce qui est proposé à Silvact est ensuite analysé au niveau régional à travers un comité scientifique et technique qui s'assure qu'on répond bien à l'intérêt général et notamment par des indicateurs, l'un lié au changement climatique, un autre sur la biodiversité et sur les services rendus à la société.
On a été reconnu par l'IUCN comme solution fondée sur la nature, par ce mode de fonctionnement et par des réseaux engagés. Donc, l'objectif par rapport à l'intervention et ce qui était dit auparavant, c'est réellement trouver un outil de financement concret de la gestion forestière, et ça au plus près des territoires. Donc, je pourrais prendre un exemple qui est celui de la métropole du Grand Lyon, qui s'est engagée sur la création d'un certain nombre de chaufferies, qui travaille sur son approvisionnement, la structuration de son approvisionnement, mais qui a aucun moyen pour s'assurer que la ressource est gérée durablement. Donc, au regard des enjeux liés à son approvisionnement en bois énergie, elle a souhaité aider financièrement par le financement de travaux sylvicoles dans un certain nombre de territoires. C'est en fait la métropole du Grand Lyon n'a pas donné de territoire spécifique, mais on peut bien financer avec sa dotation des actions forestières sur l'ensemble des territoires où on est présent, a souhaité donner une solution pour accompagner les propriétaires forestiers publics ou privés qui souhaiteraient agir de façon vertueuse sur leur forêt. Voilà comment on fonctionne aujourd'hui. C'est une action qui est très opérationnelle, puisque vraiment le cœur de Sylvac, c'est de financer des travaux sylvicoles. Le principe est que l'association ne se substitue jamais aux acteurs, que ce soit le CRPF, que ce soit l'ONF, mais bien s'appuyer sur les forces vives du territoire pour avancer. Voilà, simplement un mot par rapport à toutes ces questions et notamment l'exemple du charbon. On voit bien qu'il y a une volonté très forte des élus, notamment, de s'approprier la question de cette énergie renouvelable. On voit qu'il y a eu une très forte volonté de doter de nombreuses communes de chaufferies bois. On voit que les grandes métropoles se sont dotées de centrales de cogénération et qu'aujourd'hui, il y a une question qui se pose par rapport à la volonté politique de savoir comment on s'assure d'une gestion durable de cette ressource. Et Sylvac est un petit peu une réponse à cela, c'est-à-dire qu'elle vient en complément d'une politique de collectivité qui souhaite à la fois utiliser cette ressource renouvelable, mais également la gérer. Voilà, je pense. Alors, peut-être que tu pourrais nous donner un exemple de coût, puisque si on comprend bien ce que tu dis, il y a un surcoût à faire financer par des fonds extérieurs au monde de la forêt. Alors, de permettre la mise en place d'un itinéraire sylvicole qui soit adapté pour pouvoir sortir des produits du bois et pour pouvoir préserver la biodiversité de manière intéressante et de financer du coup ces travaux. Du coup, quel peut être du coup ce surcoût? Alors effectivement, on est bien sur les surcoûts, on est bien sur les travaux forestiers. Donc, en fait, en moyenne, le coût moyen de travaux par hectare est de 800 € de ce qui est financé. Ensuite, on agit au plus près des territoires, c'est-à-dire que le coût des travaux forestiers est très différent d'un territoire à l'autre. Qu'on soit en montagne ou en plaine, on n'a pas du tout les mêmes coûts. Donc en fait, ce sont bien les territoires au moment où ils identifient leurs itinéraires sylvicoles qui vont aussi identifier à chaque fois le coût des travaux associés, qui va prendre en compte les problèmes de topographie, qui va prendre en compte les problèmes liés à des débardages qui peuvent être faits de façon très spécifique pour éviter les tassements du sol, etc. Donc, on a sur chaque territoire des coûts plafonds qui sont associés. Ce qu'on peut retenir, c'est que intervenir on est plutôt sur des coûts relativement faibles, 800 € par hectare sur les travaux financés. Je pense que pour des collectivités, c'est relativement peu coûteux par rapport aux conséquences que l'on peut avoir, soit par une mortalité très forte des peuplements forestiers, soit par des conséquences liées à des coupes rases qui pourraient avoir notamment des conséquences sur le tassement des sols et puis tout ce qui est lié à la ressource. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions, Nicolas?
On a perdu Nicolas. Non, excusez-moi, j'avais coupé mon micro. Donc, la question de Gaël Charme, comment Sylvax se positionne par rapport à l'arrivée d'entreprises privées démarchant les propriétaires et les collectivités sur le même principe, financement de travaux forestiers en recueillant des fonds carbone auprès des entreprises privées. Vous m'entendez? Qui émerge. Nous, on est reconnu d'intérêt général, donc en fait, on n'est pas du tout sur le marché carbone. C'est-à-dire que quand vous êtes sur le marché carbone et que vous êtes une entreprise qui souhaitait compenser vos émissions de carbone, on n'est plus dans l'intérêt général et on est vraiment dans une transaction. Donc, on n'est pas réellement concurrent avec ces acteurs-là. Aujourd'hui, à ma connaissance, on est la seule association qui possède un rescrit fiscal, c'est-à-dire qu'on a fait la démarche auprès du ministère des Finances pour s'assurer qu'on est bien dans l'intérêt général. Donc pour moi, il y a d'autres initiatives, mais on n'est pas exactement sur les mêmes enjeux. Donc vous m'entendez? Oui. Pour rebondir sur l'intervention de Kubois Service, est-ce que votre association, par l'action qu'elle mène sur les territoires, contribue de près ou de loin à un modèle économique qui favorise notamment les entreprises de travaux forestiers? Et est-ce que vous voyez des conséquences, des retombées sur les territoires qui sont ainsi concernés par l'activité de Sylvact? Alors, la force de Sylvax, c'est d'être réellement ancré sur les territoires, hein. C'est qu'on est avant tout une association qui investit en forêt. Et globalement, le cœur de Sylvax, c'est de payer des entreprises de travaux forestiers. Donc, on paie des factures d'entreprises de travaux forestiers qui ont réalisé les travaux via les propriétaires. Donc, très clairement, quand on est sur un territoire qui a une forte dynamique Sylvact, on redynamise cet acteur sur en plus des process sylvicoles qui sont assez pointus, hein. On est sur une gestion forestière très fine. Donc pour nous, et c'est aussi un argument vis-à-vis des collectivités avec qui on travaille, c'est que on dynamise ce maillon faible de la filière. Alors, donc une question de Gérard Paulier de Woodstack. Est-ce qu'on est capable de chiffrer globalement le prix des services écologiques rendus par la forêt, ce qui, par conséquent, permettrait de valoriser les pratiques vertueuses de cette gestion forestière? Alors aujourd'hui, on n'est pas dans ces éléments, hein, parce que c'est souvent discutable. On le voit avec le carbone et les difficultés qu'on peut rencontrer à essayer de chiffrer la tonne de carbone. Et on est beaucoup plus dans le dialogue avec la collectivité. C'est vraiment cette idée de dire, voilà, vous avez un patrimoine forestier, comment préserver et maximiser les services qu'ils rendent. Et ça, c'est des choses qui parlent à la fois aux élus, qui parlent aux entreprises. À des entreprises, on a les liqueurs de Chartreuse, on a les brasseries du Mont-Blanc, qui sont des entreprises qui sont très ancrées sur leur territoire et qui ont une vraie volonté de préserver ce patrimoine parce que c'est leur image, parce qu'ils ont un lien très fort, hein. La Chartreuse à travers la biodiversité, la brasserie du Mont-Blanc à travers l'eau. Et puis, pour les élus, très clairement, il y a vraiment un intérêt général à conserver ce patrimoine. Il y a une attente sociétale extrêmement forte et pouvoir se doter d'une politique reconnue d'intérêt général qui ne peut pas être discutée réellement sur le terrain puisqu'elle a été décidée par le terrain et validée par les indicateurs de Sylvact est, à mon avis, très confortable et répond réellement à des attentes. Après, chiffrer les services, c'est extrêmement compliqué. C'est pas la logique de Sylvax. Sylvax, c'est vraiment être en mesure d'agir rapidement sur ce patrimoine forestier en fonction des attentes locales. Okay. Et pour peut-être ouvrir un peu le sujet, est-ce que finalement on pourrait appeler de nos voeux quand même le développement de soutien, notamment des aides européennes
aux services écologiques rendus par la forêt, comme ça l'a été sur les produits agricoles ou sur les exploitations agricoles, ou est-ce qu'on n'en est pas encore, ou est-ce que ce ne serait pas utile? Moi, sur ce sujet, je pense que l'enjeu d'agir sur ce patrimoine forestier est tel qu'on doit trouver des moyens en proximité. C'est très compliqué de mobiliser des fonds européens, notamment qu'on est sur une sylviculture qui est sur une futée irrégulière, jardinée. Donc, appeler des fonds européens pose beaucoup de questions en termes de mobilisation de ces fonds, de contrôle, etc. Donc, je pense que dans certains cas, les fonds européens sont bien adaptés, mais pour nous, en tant qu'association Sylvact, on estime qu'on est en mesure de trouver assez facilement les moyens financiers localement. Et on est beaucoup plus intéressé à mobiliser les acteurs locaux et les agglomérations et les métropoles de proximité pour se saisir de cette question. Pour nous, on part du principe qu'il est anormal que les acteurs publics et privés ne soient pas plus mobilisés, qu'on ne trouve pas ces moyens-là localement. Une question de Julien Crozat. Donc, le financement de Sylvac vient-il en plus des financements publics pour les travaux forestiers ou en substitution? Alors, je ne sais pas si j'ai bien compris la question. Pour nous, en tout cas, la Sylvac, c'est aller chercher des moyens là où la forêt n'en bénéficiait pas. Donc, nous, notre idée, c'est d'aller chercher des moyens au regard des PCAET, au regard de politiques que souhaitent mener des agglomérations et des métropoles, leur donner le moyen d'agir sur leur puits de carbone de leur territoire ou en proximité. Donc, on est beaucoup plus à essayer de trouver de nouveaux financements via des politiques liées à l'environnement. Et vis-à-vis des entreprises, les entreprises qu'on cible sont des entreprises qui sont, comme les exemples que j'ai évoqués, parfois loin de la filière. On est vraiment dans cette logique de dire, voilà, il y a… tout le monde parle de forêt, il y a une appétence très forte de la population sur ces questions forestières. Donnons-nous les moyens d'agir et de lever les fonds en correspondant à ces attentes. Donc, je ne dirais pas qu'on est en substitution, je dirais qu'on est dans l'innovation et on est un outil de financement qui essaie de vraiment sauter un gap. L'objet, c'est vraiment, à terme, de lever des moyens importants et nouveaux. Très bien, une question de Nelly Lafaye de l'ADEME. Est-ce que vous pouvez estimer le nombre de créations d'emplois qui est généré par ces démarches vertueuses, en commençant par le nombre de personnes qui travaillent chez Sylvact? Alors, on va commencer par le nombre de personnes qui travaillent chez Sylvact. Aujourd'hui, c'est 2 ETP Sylvact, présents sur 20 massifs. Donc, on fonctionne avec des moyens humains qui sont très réduits. Là, on va se développer en Occitanie, toujours avec ces mêmes moyens humains. Comme je l'évoquais dans ma présentation, on n'est pas du tout dans la substitution des acteurs existants. On n'est pas à essayer de faire à la place d'eux, et ce qui fait que ces moyens humains, ils existent et on s'appuie sur les forces vives qui existent, à la fois dans les territoires, à travers les animateurs forestiers des chartes forestières, les animateurs présents sur les PNR, à travers l'ONF, le CRPF et d'autres acteurs qui sont intéressés parce que derrière, ça permet de réaliser des travaux. Donc on est vraiment dans cette logique de fédérer les moyens autour de ce projet, et non de se substituer. On travaille très largement avec les communes forestières qui sont aussi un relais important. Donc notre idée, elle n'est pas de recréer une structure lourde, mais bien d'être le maillon manquant pour réussir à mettre en synergie des acteurs publics ou privés, des agglomérations, des métropoles qui souhaiteraient agir de façon vertueuse en forêt et qui ne pouvaient pas jusqu'à présent sans cet outil Sylvact, et puis des propriétaires qui sont prêts à engager leur forêt sur ces principes vertueux. Voilà. Ensuite, comment on crée
Comme j'évoquais, hein, je n'ai pas fait le calcul en détail. Ce qui est certain, c'est que les fonds que l'on lève auprès des collectivités comme la métropole, comme des agglomérations, ils sont intégralement en investissement. C'est une nuance qui est importante, c'est-à-dire que les collectivités, quand elles votent leur subvention à Sylvact, elle est en investissement, c'est-à-dire qu'on est bien dans des travaux forestiers et 90% des fonds levés sont investis pour financer des travaux forestiers. Donc, il y a des territoires où, comme le budget, où on est très, très présent, où je pense qu'on joue un rôle important pour maintenir des équipes d'ETF sur le terrain. Bien. Nicolas, s'il y a encore d'autres questions, on les passera peut-être plus tard ou on en fera des synthèses. On va peut-être passer à... Ouais, c'était juste une clarification de Monsieur Dubois, qu'il ne faut pas confondre les services écosystémiques apportés par les systèmes forestiers, stockage carbone, fixation des sols, purification de l'air, biodiversité, qui sont estimés à 1 000 € par hectare dans le rapport Chevassiot-Louis, et le paiement de services environnementaux qui correspond au financement des surcoûts ou des pertes de revenus consentis par un propriétaire pour une optimisation des bénéfices environnementaux de la sylviculture mise en œuvre. Voilà. Je vous laisse continuer, excusez-moi. Bien. Donc, je vous propose maintenant de... Donc, déjà, merci beaucoup, Alexis, pour toutes ces précisions et tous ces nouveaux systèmes qui permettent de financer des travaux forestiers. Je vais maintenant passer la parole au CIAN. Donc, le CIAN, c'est un tout nouvel acteur dans le monde du bois énergie. Et justement, ils vont nous dire un petit peu ce qu'ils pensent de tout ce qu'ils ont entendu maintenant, notamment tout ce qu'on a pu entendre sur cette dichotomie entre marché globalisé et marché territorialisé. Comment un nouvel acteur rentre dans cette filière qui semble vraiment polarisée. Je leur laisse la parole. Raphaël. Bonjour, du coup vous m'entendez bien? Oui. Donc en fait effectivement on est un tout nouvel acteur, en fait on est une collectivité territoriale qui mutualisons des moyens pour les communes de Haute-Savoie et en fait on vient de prendre une toute nouvelle compétence qui est la création et l'exploitation de réseaux publics de distribution de chaleur et de froid. Donc on va s'installer en tant que consommateur, donc tout au bout de la filière en achetant de la plaquette forestière ou d'autres combustibles d'origine bois. Du coup, c'est une compétence qu'on a prise en 2017. Et pourquoi nos élus ont voulu prendre cette compétence? C'est parce que cette compétence, à la base, appartient aux communes. Et on constate qu'il y a beaucoup de communes qui ne sont pas calibrées et qui n'ont pas les compétences en interne, que ce soit en moyens humains et moyens financiers, pour porter ce type de projet. Et du coup, le fait que le CIAN l'ait pris, il permet aux communes qui ne se sentent pas la capacité de porter un projet, de transférer la compétence au CIAN qui va porter lui-même le projet, qui va assumer les responsabilités et qui va associer quand même la commune aux décisions au travers d'un comité de pilotage. Et puis la deuxième raison qui a fait qu'on ait pris cette compétence, c'est qu'on parle beaucoup de transition énergétique et nos élus ont voulu inscrire le CIAN comme un acteur opérationnel dans le développement des énergies renouvelables et donc ont voulu qu'on fasse nos propres installations de production et de distribution de cette énergie renouvelable. Quand s'est posée la question du choix des énergies, il y a eu une volonté d'utiliser des énergies renouvelables et locales. Le côté local était important et on voulait dynamiser un peu l'activité économique locale. Et du coup, le bois est sorti comme une des premières ressources, puisque en Haute-Savoie, on est quand même une commune où il y a beaucoup de forêts. Et d'un premier aspect, elle ne nous semble pas forcément valorisée au maximum, puisqu'on voit beaucoup d'endroits où il y a des arbres qui tombent et on les abandonne sur place, on ne vient même pas les exploiter. Donc le but, c'était de dynamiser un peu l'activité forestière. Et puis, on se penche aussi sur d'autres énergies comme la géothermie ou des choses comme ça. Suite à la prise de compétences, il y a 3 communes qui nous ont transféré leurs compétences. Et donc, on a 2 projets qui sont en démarrage. Il y a la première commune, c'est à Saint-Joire. Donc, on fait un réseau de chaleur avec une dizaine de bâtiments qui vont se raccorder, essentiellement des bâtiments publics, des collèges, écoles, et puis des immeubles de logements sociaux. C'est à peu près 630 tonnes de plaquettes forestières qui vont être consommées chaque année dans cette chaufferie.
Et dans ce cas particulier, le comité de pilotage auquel était associée la commune a souhaité qu'on essaye de valoriser les troncs d'une meilleure façon en bois d'œuvre, en charpente et en bardage. Et je vous avoue que ça n'avait pas forcément été facile quand on a cherché du bois local pour faire la charpente. Et ben, on n'a pas forcément trouvé ça très facilement. Le mieux qu'on ait trouvé en local, c'était du certifié des Alpes et il vient d'un peu plus que du sud que de la Haute-Savoie. Donc, on n'a pas forcément, c'est pas forcément quelque chose qui est conseillé. Quand on pose cette question, les fournisseurs ont tendance à nous orienter vers d'autres filières que le local et c'est un peu dommage. Il y a un deuxième projet qui est en cours et qui va démarrer aussi avant la fin d'année. C'est sur la commune d'Ambier et d'Ille-la-Grand. Là, on est sur un gros réseau de chaleur avec 45 sous-stations qui sont prévues dans le cadre du développement d'une ZAC. Et c'est 4200 tonnes de bois par an qui vont être brûlées chaque année sur cette chaufferie. Est-ce qu'on peut peut-être passer la diapositive suivante? Donc après, quand on a commencé à monter les projets, il y a des questions qui se sont posées. Donc la première qu'on s'est posée, c'est comment gérer ces chaufferies. Donc le choix a été fait de garder la gestion en direct. Alors pourquoi nos élus ont voulu gérer en direct? C'était pour avoir une maîtrise complète du service. Et puis si on se rend compte qu'il y a des choses qui ne vont pas ou si on a envie d'être incitatif dans certains domaines, comme le choix de l'approvisionnement ou des choses comme ça permet de garder le choix puisqu'on passe avec des contrats relativement courts. Donc, si demain, on veut soutenir une plateforme d'approvisionnement ou des choses comme ça permet de changer des contrats régulièrement et de pouvoir soutenir les actions du territoire. Alors, on dit en direct, mais la loi nous impose en fait de passer par une régie. Donc, on a créé une régie Sienne Chaleur qui est en fait un budget annexe et qui sépare les budgets, mais c'est les mêmes élus qui prennent les décisions. Pour les marchés de construction, on a fait le choix de ne pas séparer la maîtrise d'œuvre, les travaux. Pourquoi on a fait ça? C'est parce qu'on voulait cadrer des objectifs de performance chiffrés. Donc, on a utilisé ce qu'on appelle un marché global de performance qui mutualise dans le même marché la conception, la construction des ouvrages et l'exploitation-maintenance des installations sur une courte durée, 2 à 3 ans. Et en fait, ça permet que tout le groupement d'entreprises qui va répondre, ils sont tous solidaires des actes. Et du coup, ils sont tous responsables si les performances ne sont pas atteintes. Et ça permet de mettre des pénalités plus facilement ou des encouragements si tout va bien. Donc, on a fait ce choix-là et on a intégré la fourniture du combustible bois dans ce marché. Pour quelle raison? Parce que la qualité du bois a un gros impact en fait sur les rendements des machines. Donc, on a préféré l'inclure pour pas qu'on nous reproche un problème de qualité du bois. Et le deuxième chose qui était intéressant d'inclure l'achat du bois dans ce marché global, c'était qu'on a pu acheter le bois pas sous forme de volume ou de poids, mais sous forme de mégawattheures livrés chez les abonnés en chaleur. Donc, ça veut dire que si les rendements dérivent, si le bois est de mauvaise qualité et du coup, on en consomme plus, et ben, ce surcoût d'achat de bois, c'est le groupement d'entreprises qui a le marché qui portera ce surcoût d'achat. Et aujourd'hui, nous, on aura un prix de la chaleur fixe. Alors, on a fait ça pour la phase construction. Au bout de 2-3 ans d'exploitation, une fois qu'on aura atteint les rendements souhaités, on va renouveler avec des marchés plus classiques d'exploitation et se posera la question de est-ce qu'on laisse la fourniture du bois groupée ou pas avec le marché d'exploitation. C'est une question que nos élus ne se sont pas encore posées à ce jour. Les critères sur le bois qu'on a essayé de mettre, alors, principalement, le premier, c'était d'utiliser beaucoup de bois. On n'a pas voulu se limiter au minimum pour avoir une TVA réduite qui serait à peu près de 50% de la chaleur produite. On est plus sur des 90% de chaleur produite d'origine bois. Le deuxième critère que nos élus ont tenu à mettre, c'était le rayon d'approvisionnement. Et donc, on demandait à chaque groupement d'entreprises qui répondait à nos marchés les périmètres dans lesquels se situaient les plateformes d'approvisionnement. En faisant ça et en valorisant les notes de ceux qui avaient des plateformes plus près, ça nous a permis d'atteindre, par exemple à Saint-Joire, on est sur un périmètre de 30 km autour de la chaufferie. Donc, c'est les plateformes dans ce périmètre-là qui vont alimenter 100% de la consommation.
à Ambilly, qui est une chaufferie plus grosse, on dépasse les 30 km. On a 70% du bois qui sera dans les 30 km et le reste viendra dans un rayon de 80 km. Alors, je ne sais pas si c'est exceptionnel ou pas. J'attendrai vos retours là-dessus. Le point sur lequel on a mis une grosse attention aussi, c'est parce que tous nos collègues qui sont dans d'autres départements qui font le même type de projet, les grosses attentions qu'ils mettent, c'est sur la qualité du bois, que ce soit le calibrage qui n'est pas forcément toujours bon, voire des déchets au milieu du bois, des cailloux, des choses comme ça, qui sont mauvais, nous, pour les machines, qui peuvent causer des problèmes. Et puis, surtout l'humidité, on n'achète pas un poids de bois, mais nous, c'est de l'énergie qu'on cherche. Et du coup, plus le bois est sec, plus on a de l'énergie dedans. Le dernier point qu'on a voulu nous mettre très en avant, c'est la qualité de l'air, parce que c'est un problème du bois et je pense que c'est un des plus gros problèmes qu'a le bois énergie. C'est que quand on arrive avec des projets comme ça, on est un peu montré du doigt comme des pollueurs, des émetteurs de particules. Et du coup, nous, on a essayé de faire des projets exemplaires en termes de filtration des fumées, en essayant de mettre ce qui se fait de mieux actuellement, parce que je pense que c'est ce qui fait le plus de tort à la filière. J'ai fait à peu près le tour de ce que j'avais en tête. Je ne sais pas si vous avez des questions. Merci bien, Raphaël. Est-ce qu'il y a des questions qui arrivent? Pour l'instant, pas de questions. Peut-être que je vais commencer par une petite question comme ça pour amorcer le débat. Est-ce qu'il serait envisageable dans le cadre d'un marché comme celui que vous avez passé de prévoir un intéressement sur la localisation du bois? C'est-à-dire, en gros, plus le bois est prêt, ou plus on valorise de bois local, plus l'entreprise est intéressée par les règles de rétribution de ce marché. Alors, c'est une question au niveau des marchés publics. Je ne sais pas si on a l'autorisation de faire ça. Nous, ce qu'on a fait, c'est plutôt sur la notation, quand on a fait la sélection des entreprises, où on a mis des notations différentes en termes de rayons d'approvisionnement. Est-ce qu'on a le droit de valoriser financièrement et de ne plus mettre en concurrence, parce que du coup, on fausse un peu la concurrence du prix du bois? Je ne suis pas certain. En tout cas, nous, l'attention est faite avant. Il y a une grille de sélection des entreprises où on a une notation et il y a une notation sur le prix. Et à côté, on a une notation sur les qualités de bois proposées, sur le périmètre de livraison. Après, j'ai un doute qu'on puisse dire on peut payer plus cher si on justifie le choix d'un prestataire avec des qualités techniques qui seraient meilleures. Après, mettre un bonus de rémunération, je ne suis pas sûr. Une question de Julien Crozat. Comment est-ce que sont nés les projets en cours? Est-ce que c'est une démarche volontaire du CIAN ou est-ce que c'était la sollicitation des communes elles-mêmes? Et qu'en est-il pour l'avenir? Est-ce qu'il y a d'autres projets dans les tuyaux? Alors, en fait, c'est des projets qui, normalement, démarrent des communes. Alors, des fois, avec des études portées par le CIAN, mais c'est généralement, il faut que la commune elle ait envie de faire un projet comme ça et qu'elle nous sollicite pour le faire. Après, si nous, on a des idées de projets à certains endroits, on peut être un peu moteur, aller voir la commune. Mais dans tous les cas, il faudra que la commune ait une volonté de faire le projet et une volonté de nous laisser le faire et de nous confier la compétence. Et effectivement, oui, on travaille sur d'autres projets qui ne sont pas encore forcément signés, les transferts de compétences. Donc, c'est des projets qui soit pourraient sortir tout seuls avec portés par la commune ou soit transférés au CIAN. Et du coup, je n'ai pas encore le nom du troisième projet, mais il y en aura forcément un, je pense, qui sortira avant la fin de l'année ou début d'année prochaine. Très bien, merci beaucoup Raphaël. Je crois que tu as bien présenté les choses, la démarche. On voit bien quand même que vous êtes dans une démarche territorialisée. De toute façon, vous êtes un syndicat avec des élus qui sont à la tête forcément de ce syndicat. On va passer à
une autre vision maintenant. On va passer au monde industriel, puisque du coup, faut pas oublier quand même que cette industrie approvisionne de nombreuses très grosses chaufferies. On a besoin de cette industrie. Et Mathieu Paul de Sauven va nous présenter un petit peu cette entreprise et leur façon de travailler, leur façon de penser l'approvisionnement. Alors, je vais juste… hop. Mathieu Paul, est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Bonjour à tous. Une petite seconde, je vais juste mettre… C'est parti, c'est à toi. Très bien, merci. Bonjour à tous. Je suis Mathieu Paul. Je suis responsable des approvisionnements biomasse pour le groupe Engie. Et donc, par l'intermédiaire d'une filiale qui s'appelle Sauven, qui est la centrale d'appro énergie du groupe Engie. Je vais d'abord commencer par une présentation de Sauven au niveau national et ensuite je la déclinerai au niveau local. Et puis je ferai un petit focus sur notre organisation et puis notre vision de l'approvisionnement. Et n'hésitez pas à intervenir si vous avez besoin de précision par rapport à cette présentation. Alors, Sauven, tout d'abord, c'est une centrale d'appro énergie du groupe Engie. Donc, Engie, le cœur de métier d'Engie, ce sont la production d'énergie et les services énergétiques. Et donc, avec un des métiers qui est de fournir de l'énergie, comme le décrivait l'interlocuteur précédent du CIAN, de fournir de l'énergie aux différents clients et abonnés. Et donc, pour fournir cette énergie, il faut des énergies primaires qui sont décrites là dans le slide, qui peuvent être du gaz, du fioul, du charbon, de moins en moins de charbon, voire presque plus du tout. Voilà, ça peut être du gasoil, de la biomasse, de l'électricité, des granulés ou des biocarburants. Donc, Sauven approvisionne l'ensemble de ces énergies-là pour les filiales du groupe Engie. Et ça représente un effectif de 70 personnes pour l'ensemble de ces énergies. Et la majorité de ces effectifs sont dédiés à la biomasse, même si ce n'est pas la première énergie encore consommée aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est l'énergie qui nécessite le plus de main-d'œuvre. Donc, c'est environ 35 personnes qui s'occupent de la biomasse, je dirais, de la forêt jusqu'à la livraison du camion en chaufferie. Pour, bien sûr, les approvisionnements. Au niveau des effectifs de techniciens en chaufferie, c'est bien sûr bien supérieur. Et donc, comment on s'organise au niveau de l'approvisionnement des chaufferies au niveau national? Donc, en fait, on a séparé la France en deux régions, une région nord et une région sud. Et puis, chacune de ces régions est répartie en zones géographiques qu'on a appelées des bassins d'approvisionnement. Et donc, sur ces bassins d'approvisionnement, il y a des responsables d'approvisionnement biomasse, donc moi et mes homologues, et des équipes de chargés d'approvisionnement, donc des gens qui sont chargés d'exploiter des plateformes bois énergie et d'exploiter des chantiers forestiers, et une équipe logistique qui fait le lien entre les différents fournisseurs et les différentes chaufferies. Ah, il faudrait que tu reviennes un peu en amont. Merci, c'est gentil. Entre les différentes chaufferies et les différents fournisseurs. Donc, en 2020, c'est environ, au niveau national, environ 250 chaufferies approvisionnées pour 1,5 million de tonnes au niveau national, ce qui représente, pour vous donner un ordre d'idée, environ 68 000 camions tout au long de l'année qui viennent dans les 250 chaufferies du territoire national exploité par Engie.
Et donc, les ressources, sans surprise, donc les plaquettes forestières, bocagères et agroforestières, en privilégiant les chantiers qui proviennent directement de la forêt, les broyats d'emballage SSD. Donc, ce sont des bois qui sont recyclés. Et donc, SSD, ça veut dire sorti du statut de déchet. Donc, c'est par exemple des palettes qui ont fini de vivre leur vie de palettes qui ont été recyclées déjà une ou deux fois ou réparées une ou deux fois. Et quand elles ne peuvent plus être réparées, elles sont réintégrées dans le circuit biomasse. Et ensuite, tout ce qui est connexe des industries de la transformation du bois qui peuvent également être utilisées dans le mix énergétique biomasse. On peut aller à la slide suivante. Voilà. Donc, comment sont organisés nos achats aujourd'hui? Donc, 85% de nos besoins sont contractualisés avec des fournisseurs locaux du territoire qui voilà, comment dire, font valoir toutes leurs compétences sur leur tissu local d'approvisionnement et donc qui approvisionnent. On passe des contrats de durée avec des acteurs, des partenaires locaux qui sont montés en puissance en même temps que la filière. Donc pour 85% de nos besoins, et 15% de nos besoins sont auto-approvisionnés via des plateformes ou via des chantiers forestiers directement exploités par Soven. Donc les missions de Soven sont aussi de réaliser les montages des plans d'approvisionnement dans le cadre de réponses à appel d'offres pour l'exploitation de chaufferies, et donc également de sécuriser les approvisionnements des chaufferies en termes de qualité, de durabilité, de quantité, et bien sûr d'optimiser les tarifs pour rémunérer l'ensemble de la filière, et en même temps pour faire du bois énergie une énergie compétitive. Donc tout ça, voilà, ce sont des actions à mettre en œuvre, une structuration locale à organiser pour permettre de rémunérer chaque acteur de la filière, et tout en étant performant économiquement. Ah, il manque un bout de la présentation. Ah oui, ça c'est passé vite là. Alors voilà, ça c'est… Merci. Donc, un élément important aussi pour structurer les approvisionnements, c'est la manière dont on communique et dont on crée des liens avec les différents acteurs de la filière, et notamment la manière de faciliter les flux logistiques. Donc, c'est pour ça qu'on a une structure logistique dédiée avec une équipe logistique d'une dizaine de personnes qui organise l'optimisation notamment des chantiers forestiers pour faire en sorte que chaque camion qui sort d'un chantier forestier arrive dans une chaufferie et limite au maximum les transports vers des plateformes et les transports entre guillemets inutiles qui sont polluants et potentiellement coûteux, et qui permettent, donc l'organisation logistique permet d'optimiser les circuits courts et que le bois ne fasse pas trop de route, car c'est une préoccupation essentielle, tant d'un point de vue environnemental que technique qu'économique. Et donc pour cela, Engie et Soven ont, pour faciliter cela, hein, ce n'est pas le seul moyen, mais un des moyens, Engie et Soven a mis en place un système d'information dédié avec une interface web qui permet de communiquer avec les différents fournisseurs en instantané pour commander des camions, annuler des camions, facturer des camions,
et donc faciliter tous ces flux d'informations via une interface web efficace qui permet de faciliter la logistique, parce que l'enjeu, quand on a des flux importants, c'est que les informations liées à ces flux, en termes de localisation des bois, par exemple, de localisation des approvisionnements, en termes de traçabilité de EFC, et en termes de flux d'informations, soient centralisées dans un système d'information efficace et qui facilite les relations entre les différents acteurs. Voilà. Slide suivant. Wilfried, s'il te plaît. Merci. Donc ça, c'est donc la présentation géographique de notre organisation. Donc, Soven et Engie sont présents sur l'ensemble du territoire. Les points verts, ce sont les chaufferies supérieures à 2 MW, les points orange inférieurs à 2 MW, et les points kaki sont les plateformes en investissement propre ou en location sur lesquelles nous nous appuyons pour structurer les approvisionnements, les 15% d'approvisionnement en autoproduction. Voilà pour ce slide qui est un peu la synthèse de ce que je viens de vous dire. Alors voilà, le contexte local maintenant, le contexte rhône-alpin, ou en tout cas en partie rhône-alpin, en tout cas la zone dont je m'occupe. Voilà, où là j'ai replacé les chaufferies également sur le territoire. Donc aujourd'hui, sur le territoire, on exploite entre 25 et 30 chaufferies sur 7 départements, ce qui fait 168 000 tonnes pour environ 400, enfin un peu plus de 400 gigawattheures. Et avec donc des plateformes certifiées SSD Ecobois, donc sorties du statut de déchets des bois d'emballage. Le suivant. Donc là, je vous ai expliqué notre organisation. Donc ensuite, là, on fait un petit focus sur les différents combustibles qui sont utilisés dans la filière biomasse. Donc bien sûr, la forêt, le bois forestier, la filière recyclage avec les bois d'emballage et les déchets verts, on va dire déchets verts, souches, tous ces bois, toute cette fraction ligneuse qui a une vocation, qui peut avoir une vocation énergétique avec une condition de préparation spécifique pour répondre au cahier des charges des chaudières. L'industrie de la transformation du bois, bien évidemment, et puis effectivement le granulé. Voilà, donc après, ça, ce sont des slides un peu classiques, mais globalement, on utilise voilà, tout le spectre de bois énergie présent sur le marché, sur le territoire, avec un objectif de circuit court pour des questions environnementales et économiques. Et donc, l'organisation et la massification des flux permet de faciliter des circuits courts et des optimisations de production. Voilà pour la présentation rapide. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à poser des questions. Voilà, on m'a demandé d'être court, donc j'ai essayé de le faire. Et si vous voulez des précisions, je suis à votre disposition. Merci beaucoup, Mathieu. J'ai moi déjà une première question en lien avec tout ce qui s'est dit dans la première partie de l'atelier. Donc vous faites, un Soven fait des chantiers, exploite, fait des chantiers forestiers, bois énergie. Déjà, est-ce que vous exploitez autant en forêt publique qu'en forêt privée? Alors, d'ailleurs, une petite précision, on a fait le choix de faire de l'exploitation forestière majoritairement sur des zones où la structuration de la filière au moment de nos besoins de consommation, de l'arrivée de nos besoins de consommation, ne répondait pas
spécifiquement aux attentes, soit en termes de qualité, soit en termes de quantité. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'a pas vocation à développer une activité d'exploitation forestière, mais on a plutôt vocation à accompagner une filière, à répondre à nos besoins. Et parfois, l'une des réponses, c'est d'aller plus en amont dans la filière et d'aller jusqu'à l'exploitation. Ouais. Voilà, vous êtes et donc vous le faites. C'est ça. Donc, ça a été le cas, par exemple, en Haute-Savoie, où on avait des consommations de bois importantes. Et je parle de ça au début des années 2010. Et pas forcément une filière structurée pour répondre aux besoins du bois énergie, qui sont un peu différents des besoins du bois industrie en termes de logistique, de qualité et de quantité. Par exemple, il y a des horaires de livraison qui sont plus contraintes, il y a des humidités de bois qui sont aussi plus spécifiques, il y a des granulométries plus spécifiques. Et le marché n'était pas forcément structuré à l'époque pour répondre à ces besoins. Donc voilà, on est allé un peu plus en amont dans la filière en Haute-Savoie pour accompagner les entreprises à se structurer, pour leur donner de la visibilité, pour leur donner le temps aussi de structurer leurs exploitations pour ensuite aller un peu plus loin sur du broyage éventuellement, sur du stockage éventuellement. Mais tout ça, ça prend un petit peu de temps. Il y a des besoins de fonds de roulement, de trésorerie qui font que on peut aller un peu plus en amont dans la filière pour accompagner ces entreprises, pour leur permettre de se muscler sur le cœur de métier exploitation et pour ensuite atteindre des niveaux de maturité qui leur permettent d'aller sur des investissements de broyeurs ou de stockage ou de transport. Donc voilà, tout ça se fait progressivement. Et si la filière est mature, les entreprises qui n'étaient exploitants forestiers, qui n'étaient entre guillemets, qui étaient des exploitants forestiers au départ, peuvent être des fournisseurs 5 ans après, parce qu'ils ont eu le temps de se structurer. Et pour répondre à ta question, lorsqu'on fait de l'exploitation forestière, ce qui est assez rare, c'est plutôt en forêt privée. Et ensuite, quand on dit qu'on fait de la production, on achète aussi beaucoup, majoritairement bord de route. Donc, quand on dit production, c'est qu'on transforme avec un broyeur. Donc, on prend souvent le bois bord de route qu'on achète à des exploitants forestiers qui, eux, peuvent travailler en forêt publique comme en forêt privée. Donc, comme vous accompagnez beaucoup d'entreprises, est-ce que vous avez une attention particulière sur la gestion forestière, sur le fait d'éviter quelque part d'acheter du bois qui proviendrait de coupes relativement mal gérées? C'est compliqué comme question. Est-ce que vous avez la volonté d'aller vers ça? Est-ce qu'il y a des possibilités pour aller vers ça? Est-ce que c'est très compliqué en raison des coûts? Enfin, voilà, j'ai une question assez générale, mais qui a l'air d'être dans le sujet. Alors, je comprends la question. Après, effectivement, on est sensible à la durabilité de nos approvisionnements. Un des marqueurs de la durabilité, en tout cas le marqueur privilégié par l'ADEME notamment et par nous également, c'est la certification PEFC qui nous permet de tracer la gestion durable des forêts. Néanmoins, quand on a dit ça, on n'a pas répondu à l'entièreté du sujet concernant la durabilité. Donc voilà, il y a la certification PEFC. Ensuite, chaque territoire et chaque secteur géographique a des notions en fonction des peuplements forestiers simplement et en fonction des organisations locales et des structurations de filières locales et des peuplements. Chaque territoire a une réponse spécifique en matière de durabilité des approvisionnements. Donc, si on est par exemple sur le secteur de la Haute-Savoie, on va être le bois énergie récupéré, collecté, qui est destiné à nos chaufferies. Soit il est issu d'exploitations qui sont dédiées à la production de bois d'œuvre, donc qui sont plutôt sur des structures
sur des sylvicultures gérées. Donc là où on récupère les houppiers et les bois qui peuvent pas être valorisés en bois d'œuvre. Donc c'est aussi un des éléments qui nous permet de dire qu'on fait de la gestion forestière efficace et surtout d'utiliser des bois qui n'ont pas d'autre valorisation que le bois énergie. Et sur d'autres territoires où on est plus sur des peuplements de feuillus ou de taillis, où là il y a un débat effectivement sur la sylviculture durable. Un des critères, c'est qu'on sait qu'on est très loin de la surexploitation de la forêt au niveau national et notamment en région Rhône-Alpes. Et après, effectivement, il y a un débat sur cette sylviculture de taillis. Nous, on considère qu'un taillis à maturité peut faire l'objet d'une coupe rase et je dirais la profession, en tout cas une partie de la profession, souscrit à cet état de fait-là. Après, j'entends que d'autres avis existent. Ce qui est certain, c'est que c'est une préoccupation de chaque instant dans nos approvisionnements. Et on s'appuie sur un tissu de professionnels qui ont aussi des expertises à ce niveau-là et qui nous permettent de garantir la gestion durable de nos approvisionnements. Et je dirais pour finir et pour préciser, on voit que la filière progresse très rapidement sur ces sujets-là. Le taux de forêt certifiée croît. Alors, j'ai pas les chiffres précis, mais en tout cas, nous, nos achats de bois PEFC ne cessent de croître ces dernières années. Et on sent nos partenaires fournisseurs très sensibilisés sur ces sujets. Et le taux de certification de nos fournisseurs est très important. Je pense qu'aujourd'hui, on est autour de 80% de nos fournisseurs qui sont certifiés PEFC. Merci bien. Est-ce qu'il y a des questions, Nicolas? Oui, alors il y en a beaucoup, enfin, il y en a quelques-unes. Alors, il nous reste 4 minutes, donc ça va être un peu short pour répondre à tout ça. Je vais poser peut-être la question pratico-pratique sur quels sont les impacts liés à la baisse du prix des énergies fossiles sur les projets de vos clients ou sur vos pratiques également. Et deuxième question pratico-pratique, est-ce qu'il y a encore des marges sur la valorisation des bois de rebut et si oui, quels sont les freins qui font qu'elles ne sont pas suffisamment utilisées? Encore 3 minutes. Ouais. Alors, donc la première question, alors effectivement, sur le développement des nouveaux projets, notamment chez les industriels, la baisse du prix des énergies fossiles n'est forcément pas un facteur favorisant. Comment dirais-je, les industriels ont déjà, d'une manière générale, des difficultés à s'engager sur des projets de long terme, et les projets biomasse sont forcément des projets de long terme. Et quand on a du mal à démontrer la pérennité ou l'intérêt économique sur le long terme, on a du mal à convertir les industriels sur des projets biomasse. Néanmoins, on travaille encore des projets. Il y a des projets dans les tuyaux, il y a des discussions, donc il y a encore un dynamisme qui existe. Et on espère tous que ces prix d'énergie fossile sont transitoires, et on espère surtout tous que la prise de conscience environnementale collective incitera les industriels aussi à muter leur réflexion sur leur process énergétique. Après, sur les collectivités, je dirais qu'il y a une démarche des pouvoirs publics qui est incitative et qui est très intéressante, donc qui reste, à mon sens, très, très dynamique. Mais effectivement, il y a un enjeu de compétitivité du bois énergie. Et le fait, dans notre organisation, de pouvoir massifier les approvisionnements, comme je vous disais, ça permet quelque chose d'assez simple, mais qui est de faire plus de flux directs et de moins passer les bois par les plateformes, parce que la multitude de chaufferies permet de diffuser les chantiers forestiers sur différentes chaufferies et donc d'optimiser des coûts.
qui permettent la performance d'optimiser la performance de l'énergie biomasse, et tout en faisant vivre l'ensemble des acteurs de la filière. Parce que c'est vrai que les surcoûts de stockage pénalisent la filière. Et pour la deuxième question, alors les bois de rebut, les bois SSD ou plutôt les bois B, est-ce que vous pourriez préciser la Je question? pense que ça s'agit des bois B. Bois B. Et donc la question, c'est de savoir quel est le potentiel de développement sur ces sujets-là. La question, c'est est-ce qu'il y a des freins encore actuellement sur l'exploitation de cette ressource? Alors, je dirais le frein. Avant de parler des freins, on va parler des points positifs. Le point positif, c'est qu'effectivement, c'est un gisement potentiel qui est important et qui répond à un besoin de la collectivité qui produit de plus en plus de bois de rebut et qui aujourd'hui ne trouve pas d'exutoire performant environnementalement. Donc, je pense que c'est un sujet à continuer à développer. Et je dirais l'un des freins, c'est principalement l'acceptabilité de ces projets-là au niveau des populations. Dernière question. C'est le seul frein que je vois. Ok. Dernière question de Kubois Service. Pourquoi est-ce que les centrales d'achat ne prennent pas en charge une partie de la charge financière des stocks et laissent toute la charge finalement à leurs fournisseurs? Je remercie Monsieur Decou pour sa question qu'il m'a déjà posée de nombreuses reprises. C'est une question. Alors, la principale question, c'est une question d'assurance. Et aujourd'hui, on a du mal à trouver des accords avec les assurances pour garantir le financement de ces stocks sur des durées plus ou moins longues. Parce que voilà, l'inquiétude des assurances, parce que ça représente des montants importants, l'inquiétude des assurances, c'est de ne pas retrouver le bois payé en avance en fonction de la vie des entreprises. Donc, c'est principalement ce sujet-là. Néanmoins, on regarde tous ces sujets. On regarde tous ces sujets attentivement dès que possible. Et l'autre raison aussi, c'est que la pérennité des entreprises doit aussi passer par une croissance durable. Et une croissance durable, c'est aussi la capacité d'autofinancement du cœur de métier. Et le cœur de métier nécessite la gestion des stocks. Donc, c'est vrai que la filière a fait que un certain nombre d'entreprises ont eu des fortes croissances. On sait que la difficulté de la gestion des fortes croissances, c'est la trésorerie. Voilà. Donc, après, je dirais, ce sujet-là, on le gère par une maîtrise de la croissance des partenaires avec lesquels on travaille. Parce que voilà, si on n'arrive pas à autofinancer sa croissance, potentiellement, il y a un risque de durabilité dans l'approvisionnement. Bon, visiblement, on n'arrivera pas forcément au bout de ce sujet à la fin de cet atelier. Je suis désolé de devoir couper court à cette intervention parce qu'on a un autre atelier qui démarre tout de suite avec Julien Laporte. J'espère que ce seront des débats qu'on pourra tous mener collectivement dans le cadre du comité stratégique bois-énergie auquel vous appartenez en tant que Sauven et également de Kubois Service, Unisilva également. Enfin, en tout cas, je souhaite évidemment qu'on puisse continuer à faire évoluer la filière à travers cet outil régional de concertation. Merci bien. Donc, on passe tout de suite. Il n'y a pas le temps d'une conclusion, hein, c'est ça? Je laisse Julien juge
de paix sur le sujet. Est-ce que Julien, Je tu te, peux… je te laisse 5 minutes, Wilfried. Non, mais non, c'est vraiment deux Ah, non, secondes. non, mais vas-y. Si tu veux conclure, vas-y. On a vu une vision un petit peu d'ensemble des problèmes de cette filière. La question des prix, de la compétitivité avec les autres énergies. On a parlé d'un marché globalisé d'un côté et territorialisé de l'autre, et on le voit bien avec cette AMI Pro qui est en cours là, actuellement avec 7 territoires qui veulent se réapproprier un petit peu l'approvisionnement en bois énergie. On a parlé des impacts du bois énergie sur l'environnement, sans être capable complètement de le mesurer. Et on a parlé aussi de pérennisation des entreprises et du besoin de les accompagner. Donc, tous ces sujets, des problèmes de l'amont, notamment chez les bûcherons et les débardeurs. Donc, on n'a pas trouvé les solutions. On a mis au moins tout ça sur la table. Et comme le disait Nicolas il y a quelques instants, je pense que ces débats vont continuer dans les différentes instances qui le permettent.